Bonsoir, 18h dans nos studios et sur toutes les pendules de nos stations régionales. Tout de suite les titres qui seront développés dans Sud Soir. 15 juillet 2019, 15 juillet 2020, les socialistes se rappellent de leur secrétaire général national Ousmane Tanor Dieng. Les socialistes de la Cité du Rail, par devoir de mémoire, se font le devoir de sauvegarder l'héritage de l'enfant de Nguénié, non loin de la Agnas. Le transport aérien a repris ce mercredi 15 juillet, reprise avec le respect strict du protocole sanitaire en ce contexte de Covid-19 avec 3 nouveaux décès enregistrés, ce qui porte le nombre de décédés de la Covid-19 à 153, 126 nouvelles contaminations signalées aujourd'hui, 2610 patients sous traitement. La pandémie continue sa progression dans notre pays qui se prépare à célébrer la fête de la Tabaski dans 2 semaines. Le ministre de l'élevage et des productions animales, Sam Ndiobenka, notre invité de ce 18h, va revenir sur toutes les dispositions prises pour permettre aux Sénégalais qui le désirent d'avoir leurs moutons. Sur l'international, le chef du gouvernement tunisien Eliès Farfar démissionne après un bras de fer avec Enada en sport d'un commun accord. Le Sénégal et le comité olympique international reportent les Jeux olympiques de la jeunesse à 2022. Info Eco complète cette édition mise en onde par Hassan Thioune. Bonsoir et bienvenue à Sud Soir. Je vous le disais en titre, journée de prière en hommage à Feu Ousmane Tanor Dieng ce 15 juillet à Thiès, un an après sa disparition. C'est à l'initiative de l'Union des socialistes de la ville, un héritage difficile que les socialistes de la Cité du Rail entendent sauvegarder par devoir de mémoire. Thiès, Babacar Ndaw. Une journée de prière à la mémoire de leur défunt secrétaire général. Les socialistes de la Cité du Rail se sont donné rendez-vous ce 15 juillet à la permanence que Ousmane Ngom. Doudou Niani Diop, chargé de la communication et porte-parole de l'Union communale socialiste de Thiès. D'abord, un sens de mérite, un sens de respect et un sens de fraternité. Ousmane, tout le monde savait les relations qu'il avait avec tout un chacun parmi nos camarades de parti. Et puis, il est parti effectivement le 15 juillet 2019. Tout le dernier semestre de 2019, les gens l'ont vécu vraiment dans la tourmente, dans le chagrin, parce que sa disparition a surpris tout le monde. Pour le secrétaire général du Bloc populaire sénégalais, parti allié au Parti socialiste depuis 1996, c'est le Sénégal qui a perdu un grand homme. Souleymane Dia Ibrahim. Tanor était fidèle à ses convictions. Un an après sa disparition, vraiment je retiens de lui un homme, comme tout le monde l'a dit, un homme d'État, loyal à son parti, fidèle à la République. Voilà, c'est un exemple que tous les hommes politiques et surtout les jeunes doivent s'inspirer, s'ils doivent rester des marques indélébiles d'honneur et de fidélité à la République. La remobilisation de la famille socialiste, un défi pour les responsables de Thiès, selon leur porte-parole, Doudou Niani Diop. Quand on lui a donné le parti, c'était dans une époque très difficile, avec une alternance qui le combattait, et il a tenu, il a géré le parti, il a regroupé le parti jusqu'à revenir au pouvoir avec Benno Bokk Yakaar. Parce que Benno Bokk Yakaar, ça a permis au Parti socialiste de revenir au pouvoir. Les gens ont tendance à oublier cela, et c'est pour ça qu'il répétait à chaque fois ici même, gagner ensemble, gouverner ensemble. Ça voulait dire beaucoup de choses. Après avoir gagné ensemble, gouverner ensemble avec Benno Bokk Yakaar, le rôle du parti, c'était d'aller conquérir le pouvoir. Lui, c'était son objectif. Les femmes socialistes de Thiès qui ont pris part à la cérémonie de prière ont invité leur nouvelle secrétaire générale Aminata Mbengue Ndiaye à se rapprocher davantage de la base. Babacar Ndaw, Thiès, Sud FM. Merci à Babacar Ndaw. Et nous parlons toujours de l'an 1 de la disparition de Ousmane Tanor Dieng. Quel legs pour les jeunes du parti? Le secrétaire général de la jeunesse socialiste de Kaffrine invite ses camarades à s'inspirer de ce grand homme d'État qui a toujours été au service de sa population. Il se nomme Koumando Fendjouf. Il est avec Babacar Samb. Nous, jeunesse socialiste, nous, jeunesse du Sénégal, nous avons le devoir et même l'obligation de copier sur ce grand homme d'État, Ousmane Tanor Dieng. Nous appelons à tous les jeunes du Parti socialiste de s'inspirer de Ousmane Tanor Dieng. La politique n'est pas un moyen d'enrichissement. La politique est un moyen est un outil pour être au service de sa communauté, pour être au service de la population. Humaniste qu'il était, nous devons également s'inspirer de cela. Ne pas nous mettre dans une course de vitesse où on cherche que coûte à réaliser des rêves. Quel du met ce bopp. Ceux qui sont là aujourd'hui
sont tenus de faire montre d'une volonté d'amener le Parti socialiste là où le président Ousmane Tanor Dieng voulait que le Parti socialiste soit à ce moment-là. Il n'est pas là, donc notre devoir, nous, c'est de perpétuer cela, de faire de notre mieux, comme sa volonté dernière était un rassemblement autour de l'essentiel. Est-ce qu'on peut s'attendre à la reconquête du pouvoir en 2024 pour honorer la mémoire du défunt secrétaire général? Le PS est un parti organisé et nous avons appris l'organisation et la méthode. Et au moment où les bases vont se réunir pour donner l'orientation au Parti socialiste, qui n'est rien d'autre que de conquérir le pouvoir seul ou avec des alliances, parce qu'il nous a dit que les conquêtes solitaires sont révolues. On est à l'ère des alliances. Et nous pensons que cette alliance-là, on peut l'obtenir, que ce soit dans le Benno Bokk Yakaar, que ce soit dans la famille socialiste, que ce soit dans toutes les organisations politiques qui vont épouser notre programme. C'était le chef de cabinet du maire de Kaffrine, par ailleurs secrétaire général de la jeunesse socialiste de Kaffrine, Coumba Ndoffène Diouf, se prononcer à l'occasion de l'anniversaire l'an 1 de la disparition de Ousmane Tanor Dieng, secrétaire général national du Parti socialiste disparu le 15 juillet 2019. Pour rappel, Ousmane Tanor Dieng est également natif de Nguéniène. Assane Thioune, restons dans la région de Thiès. Nous quittons Nguéniène, la ville natale de feu Ousmane Tanor Dieng, pour nous rendre à Diass, à l'aéroport international Blaise Diagne. Avec la reprise du transport aérien, le protocole sanitaire sera respecté pour permettre aux voyageurs d'embarquer et de débarquer en toute sécurité. Il n'y aura pas d'accompagnant dans l'aérogare. Plus de détails avec le directeur du transport aérien, Omar Hassimoudia, avec El Hadj Malick Ndiaye. Le transport a effectivement repris. Nous avons eu plusieurs vogues. Nous avons eu Air Sénégal, Air France, Iberia et Ethiopian tout à l'heure. Donc le transport a effectivement repris. Maintenant, il faudrait quand même dire que cette reprise est graduelle. Elle va continuer à se faire très lentement. Et peut-être que d'ici quelques mois, il y aura une montée en puissance. Et qu'en est-il du protocole sanitaire? Oui, le protocole sanitaire a été adopté et il fixe vraiment toutes les mesures sanitaires permettant non seulement aux voyageurs de voyager en toute sécurité conformément aux recommandations de l'OACI, qui est l'Organisation de l'aviation civile internationale. Donc, il permet aux voyageurs de partir et de venir en toute sécurité au niveau de notre aéroport, mais il permet aussi de rassurer ces voyageurs. Aujourd'hui, par exemple, dès l'arrivée du voyageur, il y a des mesures qui sont prises, c'est-à-dire les accompagnants ne peuvent pas entrer dans l'aérogare, contrairement à ce qui se faisait. Il y a un lavage des mains systématique, une prise de température systématique, parfois avec des caméras thermiques que le voyageur lui-même ne voit pas. Et la distanciation sociale est respectée au niveau des files d'attente, pour l'embarquement, pour l'enregistrement, au niveau de l'aérogare. Cette distanciation est respectée, le port du masque est respecté. Au niveau de l'avion aussi, toutes les mesures sont prises pour la désinfection de l'avion, pour le changement des filtres ou la mise en place de filtres adaptés pour ne pas propager le virus dans l'avion. Au niveau des passagers qui viennent aussi à Dakar, le test Covid-19 est exigé avant d'embarquer au niveau de l'aéroport de provenance. Vous devez produire un test datant de moins de 7 jours. Et à l'arrivée, les mêmes mesures de distanciation sociale, de port du masque, de prise de température sont aussi faites. C'était Omar Hassimoudia, le directeur du transport aérien, qui revenait sur la reprise du transport aérien ce 15 juillet, notamment le protocole sanitaire qui sera respecté. Justement, fermeture de l'espace Schengen. L'Union européenne ouvre ses portes au Sénégal. Information de la directrice de la santé, Dr Marie-Khemesse Ngom Ndiaye, qui était aujourd'hui à l'aéroport international Blaise Diagne pour vérifier le dispositif mis en place pour la reprise des vols internationaux prévus aujourd'hui. Pour rappel, l'Union européenne
européenne avait publié un document interdisant l'accès à tous les pays d'Afrique qui font face à la pandémie de la Covid-19, à l'exception de la Tunisie, l'Algérie, le Maroc et le Rwanda. La transition est toute trouvée pour parler de la situation du jour de la Covid dans notre pays. 3 nouveaux décès liés à la Covid-19, 126 nouvelles contaminations recensées par le ministère de la Santé, 37 cas graves sont pris en charge. Les précisions, c'est avec le directeur de la prévention, Dr Mamadou Ndiaye, que nous écoutons. Sur 804 tests réalisés, 126 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 15,67%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 90 cas contacts suivis par nos services, 2 cas importés enregistrés à l'aéroport international Blaise Diagne de Diass, 34 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Ziguinchor 6, Popenguine 3, Cambérène 2, Tivaouane au quartier Keur Malé 2, Mbao 2, Parcelles Assainies 2, Pikine 2, Pout 2, Derklé 2, Dieuppeul 1, Guédiawaye 1, Khombol 1, Liberté 3 1, Liberté 6 1, Mariste 1, Ouest Foire 1, Passy 1, Rufisque 1 et Saint-Louis 1. 25 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 37 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 3 décès ont été enregistrés ce mardi 14 juillet 2020. L'état des autres patients est stable. À ce jour, 8369 cas ont été déclarés positifs, dont 5605 guéris, 153 décédés et donc 2610 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances aux familles des disparus, souhaite un prompt rétablissement aux autres malades encore restés dans nos services. C'était le directeur de la prévention, Mamadou Ndiaye, qui nous faisait le point de la situation du jour de la Covid-19. Nous restons dans le milieu hospitalier avec l'Union départementale des mutuelles de santé qui offre du matériel informatique à ses membres à Diourbel. L'objectif est de professionnaliser leur travail. Adam Ndiaye. Participer à la professionnalisation des mutuelles de santé, c'est l'un des objectifs que se fixe l'Union départementale des mutuelles de santé de Diourbel. Un lot de matériel informatique d'une valeur marchande de 2 150 000 francs a été offert aux différentes mutuelles de santé du département de Diourbel. Moudou Diop est le président de l'Union départementale des mutuelles de santé de Diourbel. L'Union départementale de Diourbel a décidé, n'est-ce pas, d'offrir par exemple des matériels informatiques aux mutuelles de santé pour participer par exemple à la professionnalisation des mutuelles. Le matériel, n'est-ce pas, est composé d'ordinateurs, d'imprimantes. On a décidé d'offrir à quelques mutuelles de santé l'Internet pour que les mutuelles soient performantes. Il faudra vraiment utiliser par exemple les ordinateurs, il faudra utiliser les imprimantes, n'est-ce pas, pour répondre aux besoins de l'agence de la couverture maladie universelle. Le chef du service régional de la couverture de la maladie universelle salue cet acte. Sek Ndiaye. Cela va accroître donc les performances de la mutuelle et la rapidité dans le traitement donc des factures, n'est-ce pas, et aussi le recouvrement et aussi les taux d'adhésion, tout ça, c'est pour rendre donc la mutuelle plus performante. Donc vraiment on salue cette initiative et aussi on encourage les partenaires qui ont permis à l'Union de pouvoir acquérir ce matériel. Il s'agit donc du district sanitaire qui abrite l'Union départementale et aussi de la région médicale qui abrite l'Union régionale, mais aussi de l'hôpital, donc qui a octroyé une remise
au niveau des prestations pour permettre à l'union départementale aujourd'hui de pouvoir acquérir sa matériel. Pour rappel, 20 mutuelles de santé vont bénéficier de cet appui de l'union départementale des mutuelles de santé. Diourbel Sud FM, Adama Ndiaye. Restons à Diourbel Adama où le maire de Ngoé a procédé à la remise de kits alimentaires aux ménages non pris en compte dans le registre national unique. Une enveloppe de plus de 16 millions a été dégagée pour l'achat de riz et d'huile. Voici le maire de Ngoé pour les détails. François Sall avec Adama Ndiaye. On avait pris la décision d'appuyer les 560 ménages qui n'étaient pas touchés par les RU. On avait voté une somme de 16 500 000 pour appuyer les 560 ménages qui n'étaient pas touchés par les urines. Et au passage, je remercie le président de la République parce que lui aussi, il a fait un grand effort. Et je le félicite et je l'encourage de la manière dont il a géré le Covid-19. Parce que ici, au niveau de la commune de Ngoé, il a pris 2405 ménages pour les appuyer. Et comme vous le savez, Ngoé est une grande commune de plus de 35 000 habitants. Comme la mairie maintenant étant en démembrement de l'État, c'est normal aussi que la mairie se mette à côté de l'État pour l'aider. Ça c'est 30 tonnes de riz, plus 600 bidons de 5 litres d'huile, destinés à 560 ménages. Même les fonctionnaires qui habitent dans la commune d'Engoye, on les a pris en charge. On n'a pas laissé aucun ménage. Il y a des gendarmes, il y a des enseignants. On a vraiment appuyé tous les ménages, surtout ceux qui sont des fonctionnaires aussi, on les a appuyés. Chaque ménage a reçu un sac de riz, plus un bidon de 5 litres d'huile. Sud FM. Et nous parlons de la Tabaski 2020 avec le ministre de l'élevage et de la production animale Sam Ndiobenka qui rassure que toutes les dispositions sont prises pour un approvisionnement correct en moutons. Nous l'écouterons un peu plus tard. Il est l'invité de ce 18h. Nous parlons toujours de Tabaski, cette fois-ci à Ziguinchor. Le marché n'est pas correctement approvisionné à 15 jours de l'événement. Ben Michel Kanfoudi. À quelques 2 semaines de la célébration de l'Aïd el-Kébir, à Ziguinchor, l'approvisionnement est encore loin de satisfaire le besoin en petits ruminants, à en croire le chef du service régional de l'élevage, le docteur vétérinaire Évariste Bassène. À la date d'aujourd'hui, nous sommes à 2096 moutons pour un besoin de 23 000 têtes. Donc vous voyez que nous avons 9%. Donc il nous reste 91% approvisionnés. Et par rapport à l'année dernière, à la même période, nous avons un déficit de 70%. L'année passée, à la même période, on avait 3 fois plus de moutons à la période là. Donc, ce qui veut dire qu'il faudrait que les gens viennent acheter vite pour pouvoir être sûr d'avoir des moutons. Il n'y a pas beaucoup de promesses d'arriver. Ce qui est sûr, c'est d'acheter ce mouton. Cette situation a engendré la flambée des prix au grand fourrail de Ziguinchor où les moutons sont jugés très chers par les populations. Seydou Mbodj a fait un tour au fourrail pour se renseigner sur les prix. Les prix sont un peu élevés quand même. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'ai constaté. Non, il parle de 160... 125, 160, 180. Avec aussi la pandémie, les gens n'ont pas les moyens. Du côté des Téfanké, on invoque le coût élevé du transport et la cherté de l'aliment pour justifier ces prix. Ben Michel Kanfoudi, Ziguinchor, Sud FM. Ben Michel Kanfoudi, nous restons à Ziguinchor. Bon début de l'hivernage dans la partie sud du pays. 219 mm à Ziguinchor, 242 à Oussouya, Ignace Ndeye. L'hivernage s'est bien installé dans la partie sud du pays et les principaux postes pluviométriques comptent déjà dépasser la centaine de millimètres d'eau de pluie recueillis. Et depuis le début de l'hivernage, Ziguinchor a enregistré un cumul de 219 mm d'eau de pluie. À Bignona, 181,3 mm d'eau de pluie sont tombés depuis le début de cet hivernage. Le cumul dans le poste pluviométrique à Oussouye est à 242 mm. Des quantités d'eau largement supérieures comparées à la même période l'année dernière dans la région. Une situation pluviométrique par rapport à la moyenne qui affiche des valeurs à la normale si l'on en croit les services météorologiques de Ziguinchor qui estiment que la tendance pluviométrique est en ce moment très favorable dans la région. D'ailleurs, les dernières pluies enregistrées attestent du bon début de cet hivernage dans la région où des quantités importantes sont enregistrées ces dernières 72 heures. 198 mm à Niassia dans le département de Ziguinchor, 23,4 à Thionkessil, 31,5 à Balingord, c'est dans le département de Bignona. Des pics dans le département d'Oussouye ont été enregistrés comme au Cap Skirring qui a recueilli 131 mm d'eau de pluie ces dernières 72 heures. Diembéring 93,6 et Oussouye 64,5. Un début d'hivernage qui suscite en ce moment beaucoup d'espoir chez les paysans de la région qui sont en ce moment en plein dans les activités champêtres. Ziguinchor, Ignace Ndeye, Sud FM.
Ignace Ndeye, état de la route des Niayes avec des travaux inachevés qui perturbent la circulation sur l'axe Yeumbeul-Malika et Keur Massar. Les pluies d'hier ont accentué le calvaire des populations et automobilistes sur cet axe. Nous écoutons le président du mouvement Wa Malika d'abord, Mamadou Fall Malcolm avec Moussa Thiam. Pour alerter l'opinion nationale et internationale face à cette situation que nous vivons ici à Malika particulièrement. Vous savez, au Sénégal, il y a deux routes principales. La route principale qui est la route nationale et la route des Niayes. La route des Niayes, on a commencé les travaux depuis 4 ans. Mais jusqu'à présent, l'État, quand je parle de l'État, je parle de l'AGEROUTE, parce que c'est l'agence qui gère les routes au Sénégal. Ils n'ont pas terminé les travaux. Les populations Malika vivent dans ce calvaire-là, avec ce hivernage, avec la tombée des premières pluies. Vous voyez ce désastre. Vous voyez ce qui se passe. Vraiment, nous déplorons ceci. C'est la raison pour laquelle nous appelons solennellement le président de la République, à l'occurrence M. Macky Sall, président de la République, tous les Sénégalais, que nous sommes des Sénégalais, même si nous sommes des banlieusards, nous sommes des Sénégalais. C'est la raison pour laquelle nous sortons pour dire que nous nous indignons face à cette situation-là. Et puis, nous leur donnons un ultimatum de venir vraiment nous secourir. S'ils ne viennent pas nous secourir, nous allons sortir sur la route et balayer la route. C'est la raison pour laquelle nous disons à M. le Président de la République de respecter les banlieusards, particulièrement nous les Malikois. Nous avons subi le désagrément de la décharge de Bobos. Nous avons subi le dégagement de les eaux pluviales qu'on a versées dans le lac Ouï. Maintenant, on est en train de vivre ce calvaire avec ce terminus-là. Vraiment, on ne peut plus. Nous avons écrit au Président de la République, nous avons écrit au ministère des tutelles, nous avons écrit à l'AGEROUTE, nous avons même écrit au maire de la ville de Pékin et nous avons écrit au maire de la ville de commune de Malika pour que vraiment cette situation-là, qu'on sorte de cette situation-là. Mais à cet instant-là, nous ne pouvons plus attendre. On a déjà pas mal écrit. C'est la raison pour laquelle nous vous donnons ultimatum de venir continuer les travaux. Sinon, nous, on va sortir, parer la route. C'était le président du mouvement Wa Malika d'abord, Mamadou Fall Malcolm, qui revenait sur le calvaire des populations automobilistes de l'axe Yeumbeul-Malika et Keur Massar, calvaire accentué par les dernières précipitations enregistrées dans la capitale. Justement, au cours de cet après-midi et demain matin, des pluies et orages vont intéresser les localités sud du territoire avec une possibilité d'extension vers le centre-sud. À partir de jeudi soir, les activités pluvio-orageuses vont aborder le pays par l'est puis vont évoluer vers les régions centre-ouest et nord du pays dans la journée du vendredi et de samedi. Toujours selon l'ANACIM, malgré une tendance à la baisse des températures maximales, le temps chaud va se maintenir sur l'ensemble du pays. Les visibilités seront globalement bonnes. Les vents d'intensité faible à modérée seront de secteur sud-ouest. Surpeuplement, vétusté des locaux exécutés et longue détention, entre autres manquements soulevés dans le rapport 2018-2019 de l'inspection générale d'État remis au chef de l'État lundi. Écoutons à ce propos la réaction du directeur exécutif de Amnesty International section Sénégal, Seydi Gassama, avec Mame Diarra Da Silva. Il est heureux que l'IGE ait audité la situation des prisons au Sénégal et que l'IGE ait relevé, comme nous l'avons relevé depuis maintenant plusieurs années, le surpeuplement des prisons au Sénégal. L'IGE regrette notamment le fait qu'à cause de ce surpeuplement, les détenus définitivement condamnés soient placés en détention dans des maisons d'arrêt et non dans des maisons d'arrêt de correction ou des maisons de correction, en violation évidemment de la réglementation pénitentiaire. L'IGE recommande pour cela que d'un côté on puisse agrandir certains blocs d'accueil au niveau de Koutal et du camp pénal, et recommande également à ce que les lois qui obligent à transférer des détenus dont la condamnation est supérieure à 1 an dans des maisons de correction soit revues. Nous pensons que c'est de bonnes recommandations, mais pour nous, société civile, l'État doit aller plus loin, en construisant de nouvelles prisons au Sénégal pour pouvoir accueillir les détenus dans de bien meilleures conditions. La plupart de nos prisons datent de l'époque coloniale, à une époque où le Sénégal comptait moins de 5 millions d'habitants. Aujourd'hui, nous sommes plus de 16 millions d'habitants. Il est clair que la population carcérale augmente automatiquement, donc il faut investir et construire de nouvelles prisons, n'est-ce pas, pour accueillir évidemment les Sénégalais qui sont en conflit avec la loi dans des conditions de dignité.
humaine. L'IG pointe également du doigt le fait que des détenus mineurs soient placés ensemble avec des adultes. Cela également, nous l'avons constaté nous-mêmes dans quelques prisons au Sénégal, pas dans toutes, et c'est regrettable parce que mineurs ne doivent pas être détenus dans le même endroit que les adultes. C'est une recommandation très pertinente et on devrait aménager dans les prisons et les maisons d'arrêt de correction, on devrait aménager des quartiers pour mineurs afin que ces mineurs-là puissent non seulement purger leur peine, mais pouvoir également avoir accès à la formation pour une réinsertion sociale lorsqu'ils seront libres. Nous sommes en phase avec l'IGE. Nous disons même que l'IGE aurait pu aller plus loin dans ses recommandations en demandant clairement à l'État du Sénégal de construire de nouvelles prisons et non pas de procéder à quelques aménagements pour pouvoir faire face à la situation du surpeuplement auquel l'État est confronté depuis plus de 30 ans maintenant. Sud International. Le chef du gouvernement tunisien, Eliès Farfar, choisi en février pour diriger un gouvernement de coalition, a présenté sa démission ce mercredi au président Saïd, ont indiqué deux sources officielles sous couvert de l'anonymat après un bras de fer avec le parti d'inspiration islamiste Ennahda. Le président dispose désormais d'une semaine pour désigner un nouveau premier ministre. Nous passons du premier ministre tunisien à celui français, Jean Castex, qui a donc annoncé aujourd'hui dans sa déclaration de politique générale ces mesures afin de ressouder la France ébranlée par la crise du coronavirus en érigeant la lutte contre le chômage en priorité absolue de la fin du quinquennat et en insistant sur le rôle des territoires face aux députés. Pour son grand oral 12 jours après sa prise de fonction, le Premier ministre a affirmé que sa première ambition immense sera de réconcilier ces fronts si différentes, les souder ou les ressouder. Et enfin, nous allons à Hong Kong. La Chine a convoqué aujourd'hui l'ambassadeur des États-Unis pour protester contre les sanctions annoncées par Washington en réponse à la répression exercée par Pékin dans son territoire autonome de Hong Kong, promettant de riposter. En sport, le Sénégal et le Comité international olympique ont décidé d'un commun accord de reporter à 2026 les Jeux olympiques de la jeunesse. Les Jeux étaient prévus initialement à Dakar en 2022. Le report de Dakar 2022 permet au CIO, au Comité national olympique et aux fédérations internationales de mieux planifier leurs activités fortement affectées par le report des Jeux olympiques de Tokyo 2020 et par la pandémie liée au Covid-19. 3 ans après le drame du stade Demba Diop qui avait fait 8 morts et des blessés, le stade de Mbour rend hommage à ses victimes. Le stade qui a payé le plus lourd tribut lors de ce drame exige et plutôt demande à la Fédération sénégalaise de football et à la Ligue sénégalaise de football professionnel de faire du 15 juillet une date historique pour le sport sénégalais. Le président du stade de Mbour s'en explique au micro de Mame Diarra Da Silva, Abdoulaye Gueye. Nous rendons d'abord grâce à Dieu de nous avoir permis de pouvoir célébrer cette commémoration, ce douloureux événement qui avait secoué le sport sénégalais, le football sénégalais en particulier. Aujourd'hui, nous remercions tous les imams, toutes les autorités, les supporters et les sympathisants, les amis, toutes les personnes qui ont été présentes pour rendre hommage, pour prier pour le repos de l'âme de nos disparus et pour le rétablissement intégral des blessés. Parce qu'il y en a eu plus de 400. Nous avons aussi lancé un appel fort pour que la fédération, la Ligue sénégalaise de football professionnel, fasse de cette date une date historique, fasse de cette date une date repère pour le sport, pour le football sénégalais. En tout cas, pour le stade de Mbour, c'est une date importante. Pourquoi? Parce que c'est deux événements majeurs qu'on a vécu ce jour-là. Le premier événement, c'est le jour où le stade de Mbour a eu son premier grand trophée national, la Coupe de la Ligue. Et malheureusement, c'est le jour aussi où le stade de Mbour a vécu la journée la plus triste de son histoire. C'est pourquoi le stade de Mbour ne peut pas oublier. Nous avons pardonné, certes, nous n'avons pas oublié. Et c'est dans cette logique que nous avons célébré aujourd'hui, nous avons commémoré aujourd'hui le repos de l'âme des disparus. Sud FM, l'invité du jour. Ce mercredi, nous recevons le ministre de l'Élevage et de la Production animale, Samba Ndiobène Ka, qui revient sur les dispositions prises pour un bon approvisionnement en moutons pour la Tabaski 2020 qui sera célébrée dans 2 semaines. Il est avec El Hadj Malick Ndiaye. Nous sommes avec Samba Ndiobène Ka. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le ministre de l'Élevage et de la Production animale. Alors, la Tabaski sera célébrée dans un contexte de Covid. Monsieur le ministre, est-ce que aujourd'hui le marché sera bien approvisionné en moutons? Merci, M. Ndiaye, pour l'invitation. Ce que je voudrais tout d'abord vous dire, c'est que l'État est en train de prendre toutes les dispositions idoines
pour que le marché sénégalais soit approvisionné. Et par rapport aux dispositions prises par l'État, il faudrait d'abord signaler la signature de la lettre circulaire par le président de la République qui va dans le sens de la facilitation aux différents opérateurs sénégalais comme étrangers de pouvoir approvisionner le marché sénégalais. Le contenu de cette lettre circulaire, il faudrait surtout noter, c'est surtout la suppression de tout ce qui est droits et taxes au niveau des frontières, au niveau des axes routiers, mais aussi au niveau des différents points de vente. L'autre aspect également, dans le cadre toujours de facilitation, c'est surtout l'appui aux éleveurs, aux promoteurs par rapport à l'accès au financement. De par le passé, je donne juste l'exemple de l'année dernière, on était aux alentours de 63 millions de financement dans le cadre du fonds d'appui à la stabilisation. Cette année, nous sommes à plus de 1,8 milliard de financement à l'adresse des différents opérateurs sénégalais. Parallèlement à ça également, il faudrait noter il y a de cela juste 5 jours à une semaine, nous avons signé une autre convention avec l'ADER pour mettre à la disposition encore une fois de plus aux opérateurs sénégalais une enveloppe de 2 milliards pour leur permettre d'acheter des motos à l'intérieur du pays comme à l'extérieur, franchement, pour participer à l'approvisionnement du marché. Donc, je peux dire que toutes les dispositions sont prises pour que le marché soit approvisionné. Mais parallèlement à ça, je voudrais aussi insister sur un état de fait. L'État n'est ni acheteur ni vendeur. L'État n'est qu'un facilitateur. Et dans son rôle de facilitation, Inch'Allah Ta'ala, toutes les mesures seront prises pour que ça puisse se faire dans les meilleures conditions et dans les conditions de l'art. Quel est le besoin du Sénégal en termes de moutons pour cette tabaski? En termes de besoin, nous avons estimé ceci aux alentours de 330 000 têtes sur tout le territoire national, avec plus de 265 000 au niveau du marché terminal de Dakar. Et actuellement, je sais qu'avec les éléments que nous avons au niveau des différents postes frontaliers, surtout au niveau de Kira, hier nuit, on était à plus de 20 000 têtes de plus par rapport à la même période l'année dernière. Donc, si cette tendance continue, on peut se permettre de dire que le marché sera bien approvisionné, Inch'Allah, pour le bonheur de tous les Sénégalais. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter pour cette année? Je ne saurais me permettre de dire ça. Mais tout ce que je puis vous dire, le rôle de l'État sera assumé sur toute la ligne. Ça veut dire que toute la batterie nécessaire sera quand même mise en branle pour permettre aux uns et aux autres, ceux qui veulent acheter, de pouvoir quand même aller au niveau des pays frontaliers, mais ceux qui sont au niveau national également, de pouvoir vraiment transférer leurs animaux dans de très bonnes conditions. Par rapport à ça, je peux quand même donner une assurance ferme que tout sera mis en branle. Maintenant, le marché sera approvisionné à moitié ou sera approvisionné avec un surplus. Je ne saurais me permettre, je ne vais jamais me permettre également de m'appesantir sur ce plan-là. Mais toutes les dispositions seront prises pour que ça se fasse. Il y a déjà des points de vente qui sont installés. Quelles sont les dispositions prises par l'État du Sénégal par rapport aux points de vente et surtout le contexte de Covid-19? C'est quand même une très bonne chose de l'avoir rappelé. Nous sommes dans un contexte très difficile de Covid-19 et par rapport à ça, nous tous, nous savons que c'est dans le cadre des barrières qu'il faudrait quand même adopter pour ne pas encourager la propagation de cette maladie. C'est surtout éviter tout ce qui est rassemblement de personnes. Et nous tous, nous savons, pendant la période de Tabaski, la plupart du temps, les gens quand même se côtoient de façon très rapprochée. Et à ce niveau-là, un comité quand même a été mis en place, surtout composé des services de santé, du ministère de la Santé et de l'Action sociale, mais aussi les acteurs qui sont au niveau, les services qui sont au niveau de l'urbanisme pour tout ce qui est aménagement, mais aussi participation au désencombrement par rapport à certaines choses, mais surtout concernant les mesures prises par rapport à l'activité pour éviter cette propagation. Nous avons plus insisté sur la sensibilisation des uns et des autres par rapport au port de masque, mais aussi ce qu'on dit très souvent aussi est fondamental, c'est le lavage permanent ou quasi permanent des mains au niveau des différents points de vente. Nous avons mis en place des unités au niveau de chaque. Nous allons autant pour moi passer à J-15 que nous allons quand même déployer tous les équipements au niveau des différents points de vente pour permettre aux différents acteurs, qu'ils soient vendeurs, qu'ils soient acheteurs, de pouvoir se laver les mains, mais aussi respecter un tout petit peu les mesures sécuritaires, surtout la distanciation physique entre les personnes. Quelle politique pour être autosuffisant en moutons? Ça, c'est une question pertinente et aussi
qui a un rôle fondamental, surtout en ces périodes de tabaski. L'importance pour notre pays, c'est d'aller dans le sens de l'autosuffisance en moutons. Et dans ce sens, nous avons établi un programme important, le programme national d'autosuffisance en moutons, qui a comme ambition, dans les 5 prochaines années, de permettre à notre pays d'être autosuffisant par rapport à cette denrée importante. Et là, le président de la République a déjà quand même mis en branle quelques instructions, mais aussi quelques orientations et aussi un appui important. Si je prends juste l'exemple de cette année, par le passé, on avait un fonds d'appui qui était doté annuellement aux alentours de 100 millions, 150 millions. Cette année, il en a mis presque 3 milliards. Ça, c'est une façon de permettre aux différents acteurs, particulièrement aux jeunes et aux femmes, à ce qu'ils puissent accéder au financement et qu'ils puissent quand même participer un peu à la modernisation de l'élevage en mettant en place des bergeries modernes avec l'accompagnement du ministère de l'élevage que j'ai l'honneur de diriger aujourd'hui. Au-delà de ça, dans les prochains jours, après la tabaski, c'est sûr et certain qu'il y aura ce qu'on appelle les quartiers généraux de l'élevage pour échanger un tout petit peu sur les contraintes, mais aussi voir dans quel cadre, dans quelle direction il faudrait s'atteler pour pouvoir résoudre ces questions liées à l'approvisionnement de notre pays en moutons. Parce que quand même, c'est un marché de plus de 60 milliards en une journée qui est consommé. Donc, ce serait intéressant que ces routes puissent rester dans notre pays en lieu et place, à part au niveau des pays riverains. Donc, quand même, une question, franchement, qui a sa raison d'être et aussi nous accueillons à sa juste valeur et Inch'Allah, très prochainement, on aura ensemble des réponses par rapport à ça. Samba Ndiobenka, je vous remercie. Je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le ministre de l'élevage et de la production animale. La BICIS, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal, la BICIS, la banque Le Monde qui change, vous offre le journal de l'économie. Bonjour et bienvenue. Pour que la prochaine campagne horticole se déroule correctement dans notre pays, le coordonnateur de l'association des unions maraîchères des Niayes, Mamadou Ndiaye, recommande l'augmentation de la subvention relative aux intrants. Si les producteurs aujourd'hui doivent reprendre la campagne à partir du mois d'octobre, ne pourront pas préparer la campagne correctement sans un financement supplémentaire qui pourra leur permettre de combler le gap de la perte. Si le gap de la perte n'est pas comblé, les gens vont continuer à perdre, ils ne vont pas faire les emblavures qu'il faut. S'ils ne font pas les emblavures qu'il faut, les gens ne pourront pas atteindre le niveau de production de l'année dernière. Ce que ça va impliquer, c'est que les produits vont manquer et la dépendance vers l'extérieur va s'installer, mais aussi une opportunité va être ouverte pour les agrobusiness qui vont pouvoir venir s'installer au détriment des petits producteurs. Donc ça va augmenter le chômage et l'exode rural. Tout ceci n'arrange pas l'économie sénégalaise, n'arrange pas la sécurité alimentaire. Il faut aujourd'hui faire en sorte que pour la campagne prochaine, qu'on puisse produire correctement. Il faut qu'il y ait une subvention au niveau des intrants, qu'on puisse suivre et assurer tous les entretiens de culture qu'il faut faire. Sans cela, les producteurs quand même sont là encore fatigués. Il faut toujours anticiper, mettre à disposition les moyens qu'il faut, financiers, matériels, pour que les producteurs puissent être dans les conditions optimales de production, puisque la spéculation aussi soit bien entretenue et qu'on ait au bout du compte un rendement rassurant avec des revenus rassurants pour les producteurs. Merci au coordonnateur de l'AIMN, Mamadou Ndiaye. Le journal de l'économie, c'est fini. Merci de votre fidélité. La BICIS, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal, la BICIS, la banque Le Monde qui change, vous a offert le journal de l'économie. 18h38 dans nos studios, c'est la fin de ce soir. Avant de nous quitter, le rappel des titres. 15 juillet 2019, 15 juillet 2020, les socialistes se souviennent de leur secrétaire général national Ousmane Tanor Dieng. Les socialistes de la Cité du Rail, par devoir de mémoire, se font le devoir de sauvegarder l'héritage de l'enfant de Nguyen. Non loin de là, à Niass, le transport aérien a repris ce mercredi 15 juillet à l'aéroport international Blaise Diagne, reprise avec le respect strict du protocole sanitaire en ce contexte de Covid-19 avec 3 nouveaux décès enregistrés, ce qui porte le nombre de décédés de la Covid-19 à 153, 126 nouvelles contaminations signalées et 2610 patients sous traitement. La pandémie continue ainsi sa progression dans notre pays qui se prépare à célébrer la fête de la Tabaski dans 2 semaines. Le ministre de l'élevage et de la production animale Samba Ndiobenka, qui était l'invité de ce 18h, est revenu sur toutes les dispositions
dispositions prises pour permettre aux Sénégalais qui le désirent d'avoir leur mouton sur l'international. Le chef du gouvernement tunisien, Eliès Farfar, démissionne après un bras de fer avec Enarda, alors qu'en France, le Premier ministre Castex était à l'Assemblée nationale pour la déclaration de politique générale. En sport, d'un commun accord, le Sénégal et le Comité international olympique reportent les Jeux olympiques de la jeunesse à 2026. Info Éco a complété cette édition mise en onde par Hassan Thioune. Merci à lui. Merci également à vous, chères auditrices et auditeurs de Sen Radio, que vous pouvez écouter à souhait sur les www.sudfmsenradio.com à travers le monde. À 19h, comme tous les mercredis, vous avez rendez-vous avec Matar Sall, qui est déjà présent dans ce studio pour son émission Warwi. Il va s'intéresser aujourd'hui au foncier.